Bonjour et bienvenue dans la saison 4 du podcast À fleur de peau, le podcast qui t'aide à comprendre et à mieux vivre ta haute sensibilité. Merci à toi qui es fidèle et qui m'écoute depuis les débuts et bienvenue à toi si tu me découvres tout juste. Pour faire les présentations en quelques mots, moi c'est Pascaline Michon et après de multiples détours pour trouver ma voie, je suis à présent photographe et coach de vie. J'accompagne les femmes très sensibles afin qu'elles puissent se reconnecter à leur essence profonde et ainsi retrouver une vie qui a du sens et qu'elles ont pleinement choisi. Mais dans ce podcast, j'ai à cœur de faire connaître ce trait de la haute sensibilité au plus grand nombre. Donc si tu as envie d'y voir un petit peu plus clair sur ta façon de fonctionner, si tu cherches des réponses, eh bien tu es au bon endroit. Tu trouveras des épisodes solo, mais aussi des épisodes avec des invités qui sont là pour nous apporter leur expertise et aussi nous ouvrir un petit peu nos horizons. Et depuis janvier 2021, Saverio Tomasella, qui est un des experts reconnus en France sur le sujet, m'a fait l'honneur de devenir le parrain du podcast. On est donc amené à enregistrer régulièrement des épisodes ensemble. Le podcast est diffusé tous les 15 jours, le jeudi dès 7h15 sur toutes les plateformes d'écoute principales. Si tu apprécies le contenu, surtout n'hésite pas à partager un maximum et à mettre plein de petites étoiles dans ton application d'écoute préférée. En attendant, je t'invite à t'installer confortablement, à prendre pleinement le temps de cette pause pour toi et je te souhaite une bonne écoute. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Saverio Tomasella que je ne te présente plus et ensemble on va aborder la thématique de la sensibilité et de la relation aux autres. On a déjà enregistré ensemble un épisode sur l'amitié chez les grands sensibles, c'était l'épisode 48 de la saison 2 et j'ai moi-même traité le thème des relations interpersonnelles dans l'épisode 15 au tout début du podcast. Alors bien sûr, il y aurait beaucoup à dire sur le sujet, tant nos relations influent sur nous au cours de notre vie, d'autant plus quand on est ultra sensible. Mais aujourd'hui, à l'occasion de la quinzaine de la sensibilité, nous souhaitons mettre en lumière ensemble toute la richesse que peuvent nous apporter nos relations quand elles sont fondées sur la coopération, le lien de cœur à cœur, le partage en toute authenticité de nos sensibilités. Bonjour Saverio. Bonjour Pascaline, merci. Merci d'être là encore aujourd'hui et je suis très contente de te recevoir à nouveau. Moi aussi. Alors la première question que j'ai envie de te poser pour un petit peu comprendre comment fonctionnent nos relations, quelle est l'importance d'être en relation avec les autres pour l'être humain? Merci pour ta question, elle est fondamentale et c'est bien de commencer par ça. En fait, la relation ou le lien, parce qu'on parle aussi de lien, ce sont vraiment des choses qui sont absolument fondamentales pour tous les êtres humains, surtout pour les bébés et les enfants qui se construisent progressivement, hein, qui constituent leur identité d'être humain dans la relation avec leurs parents, avec les adultes autour d'eux, leurs frères et sœurs, etc. Mais ça va rester toute la vie quelque chose d'extrêmement important pour chacune et chacun d'entre nous. Nous sommes des êtres de contact, nous sommes des êtres de toucher et donc Mm. de tact, nous sommes des êtres de présence réelle, de présence physique, de présence de cœur à cœur, comme tu dis, et nous sommes fondamentalement, essentiellement des êtres de relation, ce qui fait que quand on croit pouvoir s'en passer, non pas qu'on est fatigué ou qu'on est saturé, qu'on a besoin de se reposer, qu'on prend des distances, ça c'est tout à fait sain et ça fait du bien, mais quand les modèles technologiques, virtuels, croient pouvoir nous faire passer pour des robots, des machines, des programmes, etc., eh bien, les humains sombrent dans la mélancolie. C'est même pas bien sûr la déprime au début, la dépression, mais l'être humain sombre dans la mélancolie quand il est sans relation. Donc c'est vraiment extrêmement important. Et hier, j'avais une séance de thérapie pour moi-même où je me suis rendu compte que je suis très fatigué en ce moment, un peu comme souvent parce que je travaille trop, mais me suis rendu compte que j'avais terriblement manqué, ou en tout cas je me suis de nouveau rendu compte, parce que c'est pas la première fois, que j'avais terriblement manqué de véritables relations de cœur à cœur et de contact physique, c'est-à-dire d'exister pour l'autre, d'être considéré par les autres, d'être vraiment présent l'un à l'autre
et que l'expression de cette relation puisse aussi passer par la caresse de la joue, par un tapotement de l'épaule, on frotte le dos et on prend l'autre dans ses bras. On Mm. sait maintenant qu'on a besoin d'être pris dans nos bras, enfants, adultes, adolescents, pris dans les bras au moins 20 à 30 secondes pour que l'hormone de la relation, l'ocytocine, puisse être produite par le corps. Et c'est vraiment très important. Donc là, je le dis à celles et ceux qui nous écoutent, touchons-nous, ayons des gestes affectueux, des gestes tendres entre nous et serrons-nous dans les bras. Faisons des hugs, c'est très important. Mm. Bah, j'en profite du coup pour parler aussi un petit peu de mon expérience. C'est vrai que moi, je sais que ma maman était pas du tout tactile, pas du tout câline, et ça m'a beaucoup manqué dans mon enfance. Et moi, maintenant, je suis très très câline avec mes enfants, avec mon mari aussi, parce que j'en ai vraiment besoin. J'ai besoin qu'on me touche. Et même avec les amis, souvent, on se serre dans les bras et ça fait vraiment du bien, un bon câlin. Voilà, tu as tout à fait raison. Moi aussi, avec mes enfants, je suis très tactile et profitons quand nous sommes avec des personnes que nous aimons ou entre ultra-sensibles pour nous serrer dans les bras et nous apporter ce dont nous avons vraiment profondément besoin. Mm. Souvent aussi, quand on est hautement sensible, on a pu ou on peut se sentir parfois incompris dans le cadre de nos relations. Et dans ces cas-là, on a tendance à se replier sur soi ou au contraire à être un petit peu agressif parce qu'on est sur la défensive. Ce qui nous coupe en fait, je pense, de notre capacité d'être en lien avec l'autre. Est-ce que tu... Oui, et ça, c'est vraiment une très grande question pour les personnes hautement sensibles de trouver pour soi, et en fonction de chaque période, le bon, mais même je dirais en fonction des situations, le bon dosage entre être en relation avec les autres et prendre un peu de recul ou de distance pour se retrouver soi-même dans son corps et se reposer quand on sature, avec probablement une des clés qu'on connaît bien, mais que je rappelle pour les personnes ultra sensibles, c'est l'authenticité, la profondeur de la relation. C'est-à-dire, c'est pas la quantité de relations avec les autres qui compte, c'est la qualité de quelques très bonnes relations avec des personnes proches, avec qui on peut être intime, avec qui on peut vraiment parler en profondeur, et que c'est ça qui va nous nourrir. Donc ne cherchons pas à avoir beaucoup de relations, ça ne va pas nous apporter grand-chose. D'autant plus que quand nous avons cette qualité de relation profonde et authentique avec des personnes proches qui nous comprennent, elles savent, en nous connaissant, que quand nous en aurons besoin, nous allons prendre ce recul, nous replier dans la solitude ou dans la nature ou faire des choses qui sont bonnes pour nous et qu'après Mm. nous reviendrons. L'agressivité, c'est autre chose. Peut-être que là, on a besoin de repréciser à quel point l'agressivité, c'est vital, c'est de la vitalité, c'est de la vivance. Et c'est une façon aussi de s'affirmer, de poser ses limites, de dire non, je ne suis pas d'accord, de faire respecter son consentement. Donc je dirais au contraire aux personnes hautement sensibles, soyez agressives, mais Mm. pas dans le sens commun. Parce que dans le sens commun, on confond agressivité et violence. Il ne s'agit Ouais. pas du tout d'être violent. Je sais que tu apprécies comme moi beaucoup la communication non violente. Il ne s'agit pas du tout d'être violent, il s'agit d'avoir cette bonne agressivité qui fait que on dit stop, on dit non, on dit c'est pas le moment, quand ça nous permet de poser nos limites ou d'affirmer quelque chose qui n'est pas en accord avec le consensus ou avec quelqu'un en face de nous. Et que souvent cette agressivité, nous en avons peur quand nous sommes hautement sensibles parce qu'on nous l'a reproché. Mm. Le fait d'être irritable, par exemple, quand on est très sensible, c'est une forme de bonne agressivité. Finalement, mon irritabilité, la mienne, la tienne et celle des autres, elle vient pour dire, oh, oh, c'est pas le moment. En fait, elle Mm. vient nous dire, je sature, faites attention, je sature, donc c'est pas le moment, ou laissez-moi un peu tranquille, on verra ça plus tard. Donc, acceptons notre irritabilité, acceptons nos moments d'agressivité, parce qu'en fait, ils sont bons pour nous. Et bien sûr, quand on est beaucoup plus reposé ou dans des bonnes conditions et qu'il n'y a aucune saturation, bah, on ne sera pas irritable du tout, on n'aura pas besoin d'être agressif et agressive. Mm. C'est vrai qu'on peut aussi nous reprocher, par exemple, d'être susceptible. Oui, alors là encore, hein, c'est une grande question, un peu fatigante, parce que est-ce que c'est vraiment de la susceptibilité? Moi, je ne tiens pas à nier, parce que
chacun de nous peut avoir, chacun de nous peut avoir des moments de susceptibilité, et c'est comme ça, nous sommes humains, nous ne sommes pas parfaits et parfaits, c'est très bien comme ça. Mais le plus souvent, quand on nous reproche d'être susceptible, c'est faux, c'est pas de la susceptibilité, c'est justement cette bonne agressivité où, d'une façon ou d'une autre, on n'a pas tout le temps la possibilité de préparer nos phrases et de les formuler de la façon la plus polie ou la plus ronde possible. Eh bien, on dit non, c'est pas le bon moment pour moi, ou je ne suis pas d'accord avec cette critique, ou ça m'affecte. Et je crois qu'au contraire, ce qu'on nomme susceptibilité, c'est une expression de Mm, notre authenticité et de notre spontanéité. mm. Et toi, Pascaline, alors comment tu es dans ces moments-là, dans le cadre de tes relations entre agressivité, repli, comment tu te situes? C'est vrai que peut-être quand j'étais plus jeune, euh, j'ai souvent, au sein de ma famille, par exemple avec mes parents, souvent je me sentais incomprise. Et c'est vrai qu'on m'a souvent aussi reproché bah, justement d'être susceptible parce que je me manifestais. C'est peut-être aussi pour ça que peu à peu, je suis devenue plus réservée, je pense, parce que on m'a souvent dit qu'il fallait être sage, en gros, si je le résume comme ça. Et ça me le fait moins maintenant, comment dire, cette impression d'être pas comprise parce que bah, j'ai appris aussi à mieux me connaître, à mieux connaître mon fonctionnement, ma sensibilité. Donc effectivement, peut-être qu'il y a des gens qui me comprennent pas, mais en tout cas, je le prends pas contre moi maintenant, alors qu'avant si. Et ça m'est arrivé aussi parfois de justement d'être un petit peu sur la défensive parce que j'avais toujours peur qu'on me reproche quelque chose ou peur aussi d'entrer dans le conflit parce que ça c'est quelque chose qui me caractérise aussi. J'ai toujours peur d'être en conflit avec les autres. Peut-être aussi ça vient aussi de d'autres blessures de mon enfance où justement j'avais peur de manquer d'amour, qu'on ne m'aime plus. Enfin voilà. Donc j'étais toujours un petit peu, ouais, c'est ça, sur la défensive dans mes relations parce que j'avais peur d'être blessée, tout simplement. Oui, Mais je sais que c'est beaucoup moins le cas maintenant. bah, tant mieux, je suis Mm, très content pour toi parce que c'est très important de vivre cette évolution. Moi aussi, j'ai connu ça. Et j'aime bien quand tu dis être sur la défensive, parce que tu vois, ça faisait pas partie de mon vocabulaire. Et là, mm, c'est là qu'on voit la richesse de la relation, comme en discutant de façon sincère, en fait, on s'enrichit les uns les autres. Je trouve ça magnifique. Je trouve ça très touchant, très émouvant, très riche. Euh, Moi aussi, on m'a beaucoup reproché mes moments de réactivité ou d'agressivité ou de, entre guillemets, susceptibilité quand je posais mes limites ou que je disais que c'était trop pour moi et où j'ai dû, comme toi, longtemps m'efforcer à être sage, à me retenir. Et en fait, on se dévitalise quand on fait ça. mm, Et on ne peut pas aller bien. C'est pour ça que je voudrais engager toutes celles et ceux qui nous écoutent à ne plus être sages dans ce sens-là. La sagesse humaine qu'on gagne avec la vie, oui, mais pas dans le sens de se retenir, de se restreindre, de s'empêcher d'exprimer spontanément ce que nous ressentons. C'est tellement important. mm. Et je peux redonner aussi l'exemple de ma plus jeune fille qui, elle aussi, s'exprime souvent par la colère, on va dire. Et du coup, je sais que des fois, avec mon mari, ça fait des étincelles parce que lui, on lui a toujours dit que c'était pas bien de se mettre en colère. Et cet été, il y a eu une embrouille entre eux et du coup, elle disait, oui, mais papa, il veut pas quand je me mette en colère, etc. Et je lui disais, mais si, justement, c'est vraiment très bien que tu puisses exprimer cette colère puisque ça prouve qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste pour toi à ce moment-là. Et du coup, c'est bien que tu l'exprimes, au moins, tu le gardes pas en toi. Et c'est vrai que du coup, ça, c'est compliqué pour elle parce que dès que quelque chose la touche, elle se met tout de suite en colère et c'est pas facile à vivre pour elle. Mais bon, j'essaye de lui faire Oui. comprendre que même aussi, par exemple, au lycée, bah, quand ça, c'est pas juste pour elle par rapport à des professeurs, les réactions, etc. Souvent, elle est justement en colère en disant oui, on nous dit qu'on doit respecter les profs, mais eux nous respectent pas, etc. Donc, je dis, bah là, tu vois, t'exprimes des besoins. Donc, bah, je pense que c'est aussi une bonne chose d'exprimer sa colère. Oui, tout à fait. Tu fais bien d'insister parce que on est dans une culture qui n'aime pas la colère, qui même la réprouve.
Mm, C'est pas simplement n'apprécie pas la colère, mais la réprouve, la rejette, l'empêche. Et donc nous refoulons nos colères, nous les réprimons. Et si l'un de nous ou l'une de nous se met en colère, ça vient réveiller les colères rentrées des autres. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes ne supportent pas qu'on puisse se mettre même ne serait-ce qu'un peu en colère, parce que comme eux, ils font tellement d'efforts pour barricader tout ça, mm, ça vient parce il y a des mimétismes énergétiques et des mimétismes émotionnels, ça vient réveiller leur propre colère non dite. mm, Mais c'est pas une raison pour ne pas dire nos colères. Nous avons besoin de dire ce qui ne va pas, de dire nos désaccords et de pouvoir exprimer nos colères. mm. On est d'accord. Et c'est vrai que moi, j'ai justement eu tendance à refouler beaucoup mes colères quand j'étais plus jeune. Et c'est pour ça que maintenant, j'ai du mal à exprimer quand je suis pas d'accord parce que ben, du coup, on m'a souvent dit qu'il fallait que je me taise et puis que les enfants, ils avaient pas leur mot à dire. Donc, c'était compliqué. Est-ce qu'en tant que grand sensible, c'est important de se constituer une famille de cœur ou de construire des relations avec des personnes qui partagent notre sensibilité? Oh oui, mille fois oui, c'est tellement, tellement important. Moi, je vois autant dans ma famille, quelles que soient les qualités des personnes de ma famille, et dans la famille de mes proches ou de mes patientes et mes patients, la répétition des malentendus, la répétition du fait de ne pas accueillir complètement, surtout les personnes très sensibles, le fait de ne pas être compris, d'avoir l'impression de revivre sans cesse les mêmes difficultés relationnelles, malgré tous les efforts qu'on peut faire de communication, d'expression, d'écoute, de compréhension des autres, on a l'impression que dans les familles, la plupart des familles, on bute sur quelque chose d'inamovible. Mm, Ce qui fait que, au lieu de s'efforcer, s'imposer, de trouver comment avoir de bonnes relations avec les membres de sa famille si ça ne marche pas depuis longtemps, de toute façon, c'est tellement mieux même quand les familles vont bien, c'est formidable d'avoir une famille de cœur et d'amis, mais surtout si dans notre famille c'est pas facile, c'est tellement important d'avoir notre famille de cœur, notre famille de proches et d'amis et de personnes qui vont vraiment nous comprendre, nous connaître et nous comprendre comme nous sommes et nous accepter tels que nous sommes. mm. Dans la relation, c'est vrai qu'on n'est pas tous égaux non plus pour aborder la relation à l'autre, justement, en fonction de notre tempérament. On sait que dans cette famille des grandes sensibles, on a des ambivertis, des introvertis et des extravertis. Oui, alors là, c'est très intéressant aussi parce que, contrairement à ce qu'on pensait au départ, en tout cas ce que pensait Hélène Aron au départ, et certaines personnes après elle, on croyait que la haute sensibilité, c'était forcément des introvertis. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il y a à peu près un petit tiers d'introvertis, un petit tiers d'extravertis et un grand tiers d'ambivertis, c'est-à-dire de ultrasensibles qui sont introvertis dans des circonstances inconnues ou adverses ou difficiles, hostiles, Mm, et extravertis avec des proches ou là où on se sent bien. Euh, Ce qui fait que dans les relations de cœur à cœur, dans cette famille de cœur, c'est important de pouvoir accepter nos sensibilités telles qu'elles sont, en connaissant ces différences qui font que non seulement chaque sensibilité est unique, c'est sûr, c'est bien de le rappeler, mais mm, en plus, il peut y avoir des moments où on est plus ou moins extraverti, plus ou moins introverti, et que c'est pas parce qu'on est très sensible qu'on va tous et toutes fonctionner de la même façon ou réagir de la même façon. Ça, c'est vraiment important de le comprendre pour qu'il n'y ait pas ces genres de violence. Alors là, je parle de violence. Dans certains groupes, entre guillemets, d'hypersensibles, nous, mm, on n'aime pas ce mot, on dit autre sensibilité ou ultrasensible. Dans certains groupes d'hypersensibles, entre guillemets, où certaines personnes vont se faire rejeter parce qu'elles ne correspondent pas à l'idée fantasmatique ou théorique que se font les animateurs du groupe ou certaines personnes du groupe sur mm, la haute sensibilité, où il faudrait que tout le monde soit introverti, par exemple, et où si on est différent, on n'a pas sa place dans le groupe. Non, ouvrons nos groupes de grands sensibles à toutes les facettes de la mm. sensibilité élevée. Oui, puis la diversité nous enrichit aussi. C'est sûr, Mm. c'est sûr. Comment on peut rester soi-même dans la relation en respectant sa sensibilité et sa personnalité, justement? Là, je pense que c'est un long chemin. Et c'est pour ça que c'est bien ce que tu dis à tes filles, et notamment à ta plus jeune fille, quand tu lui
tu l'encourages à exprimer ses émotions, même les émotions difficiles. Je pense que c'est un long chemin et c'est pour ça qu'on a besoin d'encourager les jeunes à vraiment ressentir comment je suis là maintenant dans chaque situation. Et ce comment je suis là dans chaque situation, je peux l'exprimer en tout cas aux personnes de confiance, aux personnes proches, à cette famille de cœur, parce que c'est ce processus qui me permet petit à petit de connaître qui je suis avec ma sensibilité. Là encore, ce ne sont pas les explications théoriques, même des meilleurs livres. Alors, il y a ces Mm. portraits robots que je déteste sur les réseaux sociaux, mais même un bon livre sur la sensibilité élevée, ça reste un livre, ça reste une vue, le point de vue de quelqu'un. Mm. Chacune et chacun de nous a besoin de faire l'expérience continue de comment je suis moi-même avec ma sensibilité, comment ça se passe. Et c'est ça qui va me permettre de mieux me connaître, de connaître ma personnalité sensible et de savoir dans quelles conditions je vis bien cette sensibilité et comment je peux demander aux autres, la plupart du temps, de respecter ces conditions pour bien vivre Mm. cette sensibilité. Et ce cheminement-là, on ne peut pas en faire l'économie. C'est vraiment quelque chose de très personnel. Et ça me fait penser que tu m'as raconté une fois que dans une relation avec une amie très proche, toi qui es plutôt réservé d'habitude, avec cette amie, tu peux parler abondamment. Mm. Et j'aimerais bien que tu nous racontes un peu comment ça se passe pour toi, comment ça se passe pour elle, et si vous le vivez bien toutes les deux. Alors, comment ça se passe pour elle, je ne sais pas trop. Je voudrais pas parler à sa place. C'est vrai que moi, j'ai plutôt tendance à être assez réservée, surtout dans les groupes, en fait, quand il y a plusieurs personnes, déjà, c'est compliqué pour moi de suivre beaucoup de conversations en même temps, en fait, parce que je suis vite perturbée par... ça m'arrive d'être captivée par une conversation, puis d'un seul coup, quelqu'un d'autre parle d'un autre sujet, hop, je vais y tourner la tête, et j'ai souvent du mal à suivre les conversations, donc c'est compliqué pour moi. Alors, je fais juste une parenthèse, parce que ça, c'est très important pour Mm. les ultrasensibles. S'il vous plaît, dans des groupes, en tout cas petits groupes, essayons de faire respecter cette règle, une seule personne parle à la fois, parce que sinon c'est impossible, on aimerait tout écouter, on n'y arrive pas. Mm. Je ferme ma parenthèse. Et ça m'est déjà arrivé justement que je pose une question à un ami et qu'il commence à me répondre et puis hop, je suis partie dans une autre conversation. Il me dit, bah alors, je te parle et tu m'écoutes pas. Et je dis, oh mince, je suis désolée, mais j'ai été prise dans l'autre conversation. Donc bref. Et c'est vrai qu'effectivement, moi, je suis beaucoup plus à l'aise dans les relations, juste, enfin, quand on est deux, en fait, en face à face, pour moi, c'est beaucoup plus facile de m'exprimer. Et avec cet ami-là, oui, effectivement, on parle beaucoup. Et moi, je peux être très, très bavarde. Et je peux aussi être très bavarde quand je me sens en confiance, ben, toujours dans les relations, en fait, où je suis seule avec une autre personne. Et c'est vrai que c'est assez bizarre parce que quand on me connaît, enfin, les gens qui me connaissent, enfin, comme ça de loin, ils ont pas l'impression que je peux être aussi bavarde parce que je donne plutôt une image de quelqu'un de réservé, en fait. Quand je me sens en confiance et puis je sens aussi que la personne, elle est authentique, elle est sincère, et qu'elle m'accueille comme je suis et que je peux m'ouvrir, donc là, il n'y a pas de souci, hein, je vais parler beaucoup plus, en fait. Tu le vis bien? Ben, c'est vrai qu'avant, avant que je connaisse mon fonctionnement, quelques années en avant, enfin en arrière plutôt, j'avais tendance à mal le vivre parce que pour moi, je me basais sur les relations plutôt extraverties. Je me disais, bah moi j'ai un problème parce que j'arrive pas à entrer en relation avec les autres, etc. Mais maintenant, justement, encore une fois que je connais mon fonctionnement, pour moi, bah c'est comme ça. En fait, c'est pas parce que je suis dans un groupe et que je parle pas que je me sens pas bien. En fait, je suis quand même intégrée au groupe, mais je vais intervenir des fois, mais je ressens pas forcément le besoin d'intervenir. Et puis je préfère, même quand on est justement en groupe comme ça avec des amis, bah, je vais avoir une conversation en tête à tête avec une personne au sein du groupe, mais pas forcément avec le groupe entier en fait. Et c'est vrai qu'avant, enfin, même quand j'étais ado, etc., j'avais du mal à me lier avec d'autres personnes. Et j'en souffrais, mais maintenant plus du tout, parce que du coup, j'ai accepté que c'était comme ça que je fonctionnais, et puis c'est OK pour moi, quoi. Et ça, c'est une des grandes clés pour les personnes très sensibles, hein, c'est d'accepter qui on est, comme on est, Mm. et ne plus
c'est facile à dire, pas facile à faire, mais ne plus chercher à être comme les autres. C'est On est ça. soi et c'est comme Mm. ça qu'on est bien. Puis c'est vrai qu'avec cet ami-là, on peut facilement avoir des conversations profondes et authentiques. On parle de ce qui nous touche, etc. Donc, bah moi, je suis à l'aise dans ces conversations-là, pardon. Donc là, ouais, il n'y a aucun problème pour moi. Bah, génial, c'est super. C'est vrai qu'on a enregistré aussi un épisode qui s'intitule Choisir la voie du cœur ou le chemin du cœur, comme on veut. C'est indispensable d'être en bonne relation avec soi-même pour être en lien avec les autres. Oui, oui, et mon point de vue, ou en tout cas ma pensée par rapport à ça a un peu évolué parce que c'est vrai que pendant longtemps, j'ai dit un peu comme ce qu'on entend souvent, le fait que le préalable, c'est d'être bien avec soi-même pour être bien avec les autres, c'est d'ouvrir son cœur à soi-même pour ouvrir son cœur aux autres, c'est de s'aimer soi-même, s'accepter, s'accueillir, s'aimer soi-même pour accepter, accueillir, aimer les autres. Et puis j'ai entendu plusieurs personnes dire des choses très justes concernant le bébé et l'enfant. Mhm. C'est-à-dire, oui pour les adultes, mais le bébé et l'enfant ont d'abord besoin que Mhm. leur maman, leur papa, leurs grands-parents, leurs oncles et tantes, leurs frères et sœurs, et puis plus tard les enseignants à l'école, qu'un certain nombre d'adultes, et le plus possible, euh, ouvrent leur cœur à l'enfant. Mhm. L'enfant a besoin qu'on ouvre son cœur, que les autres lui ouvrent son cœur et lui ouvrent ses bras, leurs bras, et l'écoutent et l'accueillent tel qu'il est, et se réjouissent de ce petit humain qu'il est ou qu'elle est, euh, pour qu'il se sente validé, qu'il se sente conforté dans son existence et dans son essence d'être humain, qu'il se sente être une bonne et belle personne, et qu'il se sente adoubé, hein, comme les chevaliers, qu'ils se Mhm. sentent sacrés. Je sais que les mots sont forts, mais ils sont importants pour moi. Qu'ils se sentent adoubés et sacrés dans sa sensibilité. C'est-à-dire Mhm. ce trésor précieux, infiniment précieux de notre sensibilité, il a besoin d'être adoubé, d'être sacré. C'est-à-dire, voilà, tu es la reine de ta sensibilité, tu es le roi de ta sensibilité. Et tel que tu es avec ta sensibilité, petit humain ou petite humaine, tu es belle, tu es beau, tu es bien, comme ça. Et c'est cette ouverture du cœur, c'est cet amour et cette acceptation de l'enfant qui va lui permettre, en grandissant, devenant adulte, de s'aimer en Mhm. s'accueillant, en s'acceptant et prenant soin d'elle ou de lui-même. Donc, oui, on peut dire là encore théoriquement, ou quand tout va bien, je m'aime, me permet d'aimer les autres, mais quel est le long chemin? Ne l'oublions pas. Oui, Ce long chemin du bébé, du petit enfant, de l'enfant et même de l'adolescent, qui a tellement besoin qu'on lui ouvre son cœur et qu'on l'accepte, qu'on l'aime tel qu'elle est, tel qu'il est. oui, effectivement, c'est difficile de s'aimer soi-même quand on n'a pas ressenti cet amour de la part des autres quand on était plus petit. Et c'est vrai qu'aussi, enfin, je pourrais pas donner d'exemple exact, mais il y avait des expériences justement qui avaient été faites avec des bébés comme ça où on se contentait juste de leur faire les soins nécessaires, donner à manger, etc., mais sans leur donner d'affection, sans jouer ou quoi que ce soit avec eux. Et le développement de l'enfant, il était beaucoup. Enfin, ils n'avaient pas de réaction en fait, ils étaient C'est ça. pas en lien avec les autres. C'est ça, hein, ce sont des bébés et des enfants qui sont hagards, qui Mm, sont absents, qui sont dans uniquement le fonctionnement physiologique, mais plus du tout dans la vie relationnelle, hein. Ça rejoint la première question que tu m'as posée. mm, C'est vraiment une merci de citer ces expériences, hein, qui ont été mises en place de façon expérimentale aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. On a parlé mm, d'hospitalisme pour ces enfants qui étaient uniquement manipulés pour des soins physiques, mais pas du tout aimés, ou avec lesquels il n'y avait pas de relation. C'était mm, absolument terrible pour eux. Et puis on a eu la, la tristesse, l'effarement de découvrir en Roumanie ces orphelinats dans lesquels les enfants étaient tellement délaissés, tellement sans relation avec personne qu'ils étaient, c'est même pas des animaux ou des bêtes, c'était mm, des fantômes en fait, des fantômes d'eux-mêmes, hein. Donc c'est tellement, tellement important. mm.
Alors, tu m'as dit récemment que tu avais lu Cessez d'être gentil, soyez vrai de Thomas, alors je vais mal prononcer, mais c'est pas grave, Ansembourg, Mm. et qui parle de la communication non violente. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as apprécié dans ce livre et ce qu'il t'a apporté? Ça faisait longtemps que je voulais le lire, et c'est un livre qui est pas forcément très récent, je crois qu'il est de 2004. Parce que bon, moi, on m'a souvent reproché que j'étais trop gentille. Donc je me suis dit peut-être que je vais trouver une solution miracle dans le livre. Et puis en fait, j'ai vu que c'était un livre qui parlait de la communication bienveillante. Mais ce que j'ai aimé dans le livre, c'est que justement, il parle de tout ça, Thomas d'Azinbourg, que bah, c'est important d'abord, pour être en relation à l'autre, de comprendre ce qui se joue en nous, en fait, pour pouvoir être en lien avec l'autre, comprendre quels sont nos besoins pour pouvoir mieux exprimer nos demandes, etc. Parce que c'est vrai que quand on pense à la communication bienveillante, ça peut paraître un peu abstrait parfois, de dire il faut parler d'abord de soi, de nos sentiments, etc. Mais là, justement, c'est vraiment comment je dirais, un mode de vie carrément. Je pense qu'on pourrait l'exprimer comme ça. C'est vraiment apprendre à bien se connaître, à connaître ses besoins, etc., pour pouvoir être en mesure justement d'expliquer à l'autre ce qui se passe en nous dans le cadre des relations, et puis aussi ce qui est important, comprendre les autres et leurs besoins et les laisser aussi exprimer ce qu'ils ont à exprimer. Donc, c'est vraiment ça que j'ai apprécié dans le livre, et que c'est pas juste une méthode un peu abstraite et qui serait difficile à appliquer finalement. Merci, merci, c'est précieux ce que tu nous dis et ça rejoint en fait notre conversation Ouais, complètement du coup. depuis le début, donc c'est Ouais. génial. Merci. Et j'ai du coup eu la surprise, avant qu'on prépare cet épisode, ton nouveau livre n'était pas encore sorti, et j'ai eu le plaisir de le lire entre-temps, et j'avais préparé les questions avant de le lire. Et j'ai vu que tu parles justement de la communication bienveillante dans ton nouveau roman qui s'intitule 1000 battements d'ailes. Est-ce que la communication bienveillante, pardon, voilà, je bafouille, est-ce que c'est un outil qui peut être utile aux grands sensibles, justement? Oui, alors déjà c'est bien, je trouve, de parler de communication bienveillante, c'est difficile Mm, à dire, ou de communication consciente. J'ai vu aussi que certaines personnes parlent de communication consciente. C'est plus porteur de le dire comme mm, ça. Je pense que comme tu l'as dit, hein, c'est un mode de vie. Un mode de vie de d'abord être à l'écoute de soi-même et de son intériorité et de devenir capable de l'exprimer aux autres, plutôt qu'un outil. Bon, enfin, ça peut bien sûr être un ouais, outil. C'est un mode de vie qui va faciliter beaucoup la vie des personnes hautement sensibles parce que, comme je le disais tout à l'heure, on a d'abord besoin, nous plus que les autres, de prendre ce temps d'observation, mm, de connaissance, d'exploration, on peut le dire comme on veut, mais de notre vie intérieure, de notre sensibilité, de comment ça résonne en nous, de ce qui se passe en nous, de ce dont nous avons besoin, etc. Pour moi, c'est un premier temps vraiment fondamental. Et après, comment je vais l'exprimer? Parce que parfois, on sent les choses de façon assez floue, mm, et c'est déjà bien d'en prendre conscience de ce qu'on sent, même si ça reste flou. Puis après, c'est quels mots je vais mettre dessus, comment je vais pouvoir l'exprimer. Et troisième étape, comment je vais l'exprimer aux autres pour que ce soit compris mm, et pour que de mieux en mieux, je puisse poser des demandes par rapport à mes besoins ou à mes ressentis qui permettent de favoriser la relation. Donc oui, moi je conseillerais toutes les personnes qui sont prêtes à faire ce cheminement hein, parmi les grands sensibles, de, voilà, de suivre ces étapes. Quelle est la situation? Qu'est-ce que je ressens dans cette situation? Qu'est-ce que ça révèle comme besoin profond en mm, moi? Et comment je vais pouvoir l'exprimer, notamment sous forme de demande? Et de ne pas se laisser débouter ou de ne pas renoncer, voilà. Si en face de nous, il y a des personnes qui comprennent mal ce cheminement, culturellement, il n'est pas habituel mm, dans nos contrées, c'est vraiment
le développement d'une autre culture, qui fait pour moi partie vraiment de la révolution sensible, d'une culture plus sensible, plus humaine. Et c'est tout l'objet de mon roman Mille battements d'ailes, de, de tenir bon en se disant, je sens que c'est bon pour moi, cette connaissance de moi qui me permet de percevoir ce que je ressens, de l'exprimer à l'autre, d'écouter mes besoins, de le dire à l'autre et de poser des demandes, même si en face de moi, au début, ça ne résonne pas, il n'y a pas d'écho, les autres se disent, mais qu'est-ce qu'elle raconte ou qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que c'est que ça? De ne surtout pas, et ça je crois que c'est une des grandes lois de la haute sensibilité, de ne surtout pas s'adapter à un monde qui est moins sensible que nous, Mm. ou à un monde qui est moins évolué que nous, parce que là je crois vraiment que les personnes qui pratiquent la communication consciente ou la communication bienveillante sont des personnes plus évoluées, qui sont pionnières d'un monde nouveau, d'un monde meilleur, et c'est à nous de tenir bon pour, euh, pour dire, ben voilà, moi c'est comme ça que je communique à partir de maintenant, autant que faire se peut, hein. Mm. Euh, et je vais continuer à communiquer comme ça jusqu'à ce que les autres s'adaptent à moi et non pas moi qui vais continuer à m'adapter à un monde qui est déficient, Mm. un monde qui, du point de vue relationnel, du point de vue de la communication, du point de vue des relations, du point de vue de la sensibilité, est un monde profondément déficient. Mm. C'est Donc clair c'est à que nous de donner l'exemple. ça peut être bénéfique pour tout le monde, finalement, pas Ah que bah pour les hypersensibles. c'est sûr, c'est sûr. Mm. Surtout que c'est vrai qu'en tant que grand sensible, on a souvent du mal à exprimer nos besoins, donc ça peut vraiment nous faire du bien, nous aider à mieux nous exprimer finalement. Oui. Mm. Et dans nos sociétés d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est de plus en plus en carence de liens authentiques, un petit peu ce que tu disais justement. Selon moi, c'est ce qui fait que beaucoup de personnes se sentent perdues, déconnectées d'elles-mêmes et qu'elles sont justement en quête de sens. Qu'est-ce que ça t'inspire? Oh, c'est tellement vrai, c'est tellement profondément vrai, c'est tellement bouleversant parce que les guerres qui ravagent la planète, celles dont on parle, il y en a même dont on ne parle pas, Mm. euh, elles sont justement le fruit d'un manque de relation où, pour pouvoir haïr l'autre, y compris quand ce sont des frères, parce que les Russes et les Ukrainiens sont frères à l'origine, hein, les Mm. Palestiniens, les Israéliens sont frères à l'origine, frères et sœurs Mm. à l'origine. Donc pour pouvoir en arriver à haïr son voisin le plus proche et, Mm. et vouloir le massacrer d'une façon ou d'une autre, c'est parce qu'on n'est plus du tout dans la relation. On raconte quand les humains étaient encore un peu humains à la guerre pendant la guerre de 14-18, entre les Français, les Belges, les Anglais, enfin, les Britanniques d'un côté et les Allemands de l'autre, que quand deux soldats étaient face à face et pouvaient se regarder dans les yeux, ils n'arrivaient pas à tirer l'un sur l'autre ou à Mm. donner un coup je sais plus comment on appelle ça, enfin d'arme blanche Mm. pour se défendre. C'est-à-dire que quand on est vraiment dans un contact d'humain à humain, dans un face-à-face humain, quand il y a de la relation, on ne peut pas être dans une violence destructrice. On peut être dans l'agressivité, comme on l'a dit tout à l'heure, pour s'affirmer, pour dire son désaccord. On peut être dans une forme de confrontation si c'est nécessaire, mais pas dans la violence destructrice, pas dans la haine. Donc, pour qu'on en arrive là, il faut vraiment être déconnecté. Mm. Et il faut vraiment que les politiques, les généraux, et les colonels, enfin le haut encadrement des armées, et tous ceux qui relayent ça, se soient déjà déconnectés d'eux-mêmes et de la relation aux autres pour pouvoir inventer des stratégies de guerre Mm. euh, et des offensives, quelles que soient les armes utilisées qui sont toujours horribles pour détruire l'autre. Donc j'en parle parce que c'est d'actualité et ça Ouais. va jusque-là. Mais si on revient à nous dans nos vies quotidiennes, c'est ce sont les incivilités dans la rue, dans les magasins, dans les transports en commun, ce sont les harcèlements dans les entreprises, dans les familles et dans les écoles ou les collèges et les lycées. C'est le même processus, c'est-à-dire que plus cette société de performance technologique, virtuelle, mécanique, informatique, tout ce qu'on veut, c'est-à-dire non humaine, plus cette société non humaine nous pousse à nous déconnecter les uns des autres pour être efficace
et pour nous contrôler, parce qu'on est tout de même, on en parlait avant l'enregistrement, même du point de vue informatique, de Mm. plus en plus contrôlé. Euh, Plus ça se passe, c'est-à-dire plus il y a une espèce de prise de pouvoir de la technique sur nos quotidiens, sur nos existences, plus nous sommes poussés à être déconnectés les uns des autres et plus ça va devenir violent. Donc là, c'est un cri du cœur que je lance. Reconnectons-nous à nous-mêmes et aux autres et à la nature, quitte à avoir un peu moins de progrès technique ou à être un peu moins dans l'utilisation des nouvelles technologies. Prenons vraiment des temps de présence humaine les uns avec les autres, dans de vraies, bonnes relation authentique et profonde, parce que c'est l'avenir de l'humanité qui est en jeu, et Oui. c'est vraiment très important. Et pour les personnes qui se sentent déconnectées d'elles-mêmes, et on sait que ça s'est renforcé avec les confinements pendant la pandémie, pour les personnes qui se sentent vraiment trop déconnectées d'elles-mêmes, soit de faire une thérapie, soit de faire comme toi, de participer à un cercle de parole, de trouver des lieux, il y en a, Mm. des lieux qui favorisent la relation, la communication, le lien à l'autre, la présence, la parole partagée, que tout ça ne peut que nous faire le plus grand bien personnellement et collectivement. Justement, quand on est très sensible, on rêve souvent d'un monde plus juste, plus libre, un monde dans lequel on respecte les particularités de chacun, où on s'écoute les uns les autres, sans se juger, bien sûr. Crois-tu que ce soit de notre responsabilité de créer un monde dans lequel on a envie de vivre et de mieux vivre ensemble? J'en suis profondément, intimement persuadé. C'est vraiment notre responsabilité de créer ce monde-là, ce monde dans lequel il fait bon vivre soi-même et ensemble avec les autres, et de mieux vivre ensemble. Et là encore, c'est tout le projet de ce livre, de ce roman Mille battements d'ailes, qui est vraiment un roman, je dirais, central au cœur de mon œuvre, où le message, c'est vraiment faisons tout ce que nous pouvons faire, chacune et chacun de nous, au jour le jour, seuls et ensemble, et surtout ensemble, même si nous ne sommes pas très nombreux et pas très nombreux, pour créer ce monde-là. N'attendons surtout plus que ça vienne des autorités diverses, quelles qu'elles soient. C'est à nous, humaines et humains ordinaires, de, de faire tout ce qui est dans notre possible pour créer ce monde-là. Et ça va marcher, et ça j'en suis convaincu. Et j'ai des très très beaux retours, dont le tien, Pascaline, merci, des très beaux retours de lecture par rapport à ce roman de personnes qui vont toutes dans ce sens et de personnes qui sont généralement très discrètes, qui font pas de grand bruit et qui sont tellement déjà dans cette démarche avec elles-mêmes, avec leurs conjoints, avec leurs enfants, avec leur voisinage, avec certains membres de leur famille, avec leurs amis, avec cette famille de cœur. Et c'est ça qui compte, c'est de le faire avec les personnes que nous connaissons vraiment, Mm. d'être dans cette co-création, là vraiment on peut le dire, dans cette co-création de ce monde sensible et humain dont nous avons infiniment besoin. Mm. On a eu la journée de la sensibilité à ton initiative en 2019, puis la semaine de la sensibilité et cette année la quinzaine de la sensibilité. C'est important ce genre d'événement qui permet de mieux comprendre la haute sensibilité, mais aussi de se rencontrer justement en vrai entre personnes qui partagent cette singularité. Est-ce que tu regrettes qu'il n'y ait pas plus d'initiatives spontanées en dehors de cette période pour créer du lien entre nous, les grands sensibles? Oui, oui, je le regrette. Et en même temps, je ne peux que me réjouir. Je suis vraiment très, très heureux de cette journée mondiale de la sensibilité qui maintenant est accompagnée d'une quinzaine de la sensibilité. Ça montre, hein, c'est le seul événement de cette importance qui se conjugue sur une quinzaine, à part peut-être la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes. Et je trouve que c'est un très beau parallèle, Mm. parce que le Festival de Cannes, c'est connu. Et puis il y a des bonnes choses au Festival de Cannes. Il n'y a pas que le côté star. Il y a aussi du contenu et des messages profonds qui sont véhiculés et que nous puissions, toi et tant d'autres amis et avec l'Observatoire de la sensibilité, vivre, animer cette quinzaine de la sensibilité, c'est vraiment un très très bon signe que ce message qui vient du cœur et qui parle au cœur de exprimons nos sensibilités, respectons nos sensibilités, écoutons-les,
vivons avec nos sensibilités telles qu'elles sont, dans toutes nos particularités. Ce message, il touche non seulement les grands sensibles, hein, les personnes ultra sensibles, mais tous les humains, toutes les humaines Mm. et tous les humains, et que c'est super important de continuer. Ce que je voudrais, c'est qu'effectivement, il y ait peut-être plus d'occasions en dehors de janvier, en dehors du mois de janvier, Mm. plus d'occasions de se retrouver en petits groupes ou en plus grands groupes, des occasions spontanées un peu partout en francophonie et pourquoi pas dans le monde, où il y ait des rassemblements comme ça joyeux. Ce que je souhaite, c'est que ce soit la fête de la Mm. sensibilité. Faisons-le et puis communiquons sur les réseaux sociaux ou ailleurs pour dire, voilà, tel jour, telle date, à tel endroit, nous nous rencontrons entre grands sensibles pour partager notre affection. Enfin, déjà, cette particularité de la grande sensibilité, mais aussi notre amour des autres et notre désir de créer des bonnes relations chaleureuses et plus humaines avec les autres, Authentique. authentiques et profondes. Oui. Et toi, Pascaline, qu'est-ce que tu proposes pour que nous nous retrouvions plus souvent entre grands sensibles? Est-ce que tu as des idées? Oui, d'ailleurs, tu es au courant, ça fait déjà un moment que j'ai très envie d'organiser des séjours particuliers pour les grands sensibles, un séjour ressourçant où on pourrait se retrouver à une petite dizaine de personnes sensibles. Et c'est vrai que ça fait un moment qu'on en a parlé tous les deux et qu'on a très envie de mettre ça en place. Mais du coup, moi, comme je suis pas quelqu'un de très organisé, je me fais toujours une petite montagne de tout ça. Donc du coup, ça n'a pas encore abouti. Mais l'idée est toujours là et j'ai vraiment envie de mettre ça en place. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et puis récemment, c'est comme tu le disais tout à l'heure, j'ai eu besoin aussi parce que depuis le Covid, je sens que je m'étais un petit peu repliée un petit peu trop sur moi-même. Je me suis un petit peu trop préservée, on va dire. Et je ressens le besoin en ce moment justement d'aller vers les autres, de renouer avec les autres, de retrouver du lien. Et puis, j'ai eu envie justement de participer à des cercles de femmes, parce que dans ma pratique, c'est vrai que j'accompagne surtout les femmes, en fait. Et c'était quelque chose d'important pour moi aussi de pouvoir aussi participer moi-même à ces cercles, parce que j'ai envie d'en créer aussi. Hmm. Et ça m'a fait beaucoup de bien, et c'est pas forcément justement des cercles d'hypersensibles, on va dire. Mais effectivement, dans ces cercles, la sensibilité de chacune s'exprime forcément. Donc, ça me touche beaucoup, ces partages. On est souvent en petit comité, donc on peut parler en toute authenticité, justement, et ça, j'aime beaucoup. Ça me fait beaucoup de bien. Et c'était important, justement, pour moi, avant d'en proposer, de pouvoir participer aussi à titre personnel à ces cercles. Donc voilà, je suis en train de réfléchir à ça en ce moment, de pouvoir organiser des cercles de parole, on va dire, pour les personnes hautement sensibles, où on pourrait se retrouver et puis parler de ce qui nous touche, de comment on vit notre sensibilité, etc., sans jugement les uns les autres, enfin sans juger, et puis sans forcément vouloir apporter des solutions non plus à chaque personne, dire bah tu devrais faire comme ci ou comme ça, mais au moins pouvoir exprimer ce qu'on a au fond de nous. Donc voilà. C'est un peu ça que j'avais envie de mettre en place. Ce sont d'excellentes idées. Moi, j'adore les cercles de parole. Je trouve que déjà la forme du cercle, qui est Mm, tellement justement déjà favorable à la communication bienveillante et à la fluidité de la communication fondamentalement. mm. Et les cercles de parole, bien sûr. Et puis ton projet d'atelier d'un week-end dans la nature entre grands sensibles, je suis tout à fait d'accord. Trouvons le lieu, les dates et mettons ça en place. Une excellente idée. On en a parlé du coup un petit peu de ton nouveau roman. Tu as écrit un roman qui est sorti au mois de novembre chez Robert Laffont et qui s'intitule 1000 battements d'ailes. Le titre me fait penser au colibri qui fait sa part. Alors sur la couverture, là, c'est plutôt un papillon, mais bon, ça revient un petit peu au même aussi. Avec cette idée que si chacun contribue à son niveau à faire bouger les lignes, alors le monde peut changer à plus grande échelle.
Tu y abordes justement ce thème qui t'est cher de la coopération, du lien, de l'échange de nos sensibilités. Est-ce que tu veux bien nous en parler un petit peu plus? Même si tu en as déjà dit un petit peu. Oui, et justement, ce roman est né pendant les confinements de la grande pandémie que nous avons connue, où on commençait à parler du monde d'après. Les confinements ont permis un retour sur soi-même, un retour à la nature, un retour aux valeurs essentielles, et de nombreuses personnes parlaient du monde d'après. Et en discutant avec la responsable éditoriale chez Robert Laffont, je lui avais dit j'aimerais beaucoup écrire un roman sur le monde d'après. Et donc il devait s'appeler comme ça. Jusqu'à la mise en fabrication, c'était son titre, mais bon, puis finalement il y a un autre livre qui s'appelait Le monde d'après, donc on a choisi Mille battements d'ailes, qui est un très joli titre. Hmm. Et l'idée, c'était de se dire, bon, maintenant, on ne peut plus, on est au pied du mur, on ne peut plus faire semblant. Il y a vraiment un besoin extrêmement puissant de créer ce nouveau monde, ce monde plus humain, plus sensible, plus dans la coopération, l'entraide et la co-création. Et plutôt, comme dans mes autres romans, hein, plutôt que de donner des idées comme ça abstraites, je voulais vraiment que ce soit des personnages humains, des personnages de chair et de sang qui expriment leurs évolutions, leurs questionnements déjà, leurs Hmm. questionnements, leurs butées et leurs évolutions, leur possibilité de créer ensemble euh, voilà, des actions qui permettent de changer le monde à son niveau. Oui. À- pas changer le monde au sens global d'un coup de baguette magique, ce qui ne viendra pas, mais de changer les choses, de faire bouger les lignes autour de soi, en soi et autour de soi. Et je me suis inspiré de personnes que je connais, donc de patients, de patientes, de proches, de collègues. Hmm. Euh, Comme dans tous mes romans, hein, vraiment, je pars de la réalité. Donc, on ne peut pas me dire que c'est utopique, parce que vraiment, tout ce qui est décrit dans le roman, y compris certains épisodes, comme l'AVC d'une tante de deux des personnages, Hmm. c'est vraiment quelque chose qui est arrivé à quelqu'un dans ma famille. Donc, tout est vrai. Donc, qu'on ne me dise pas, c'est pas possible, parce que tout ça est vrai. Et puisque ça existe déjà à cette échelle-là, nous pouvons toutes et tous vraiment évoluer pour créer ce monde plus humain. De même que un personnage en Belgique qui a suffisamment d'argent pour aider les autres, il existe dans la réalité. Hmm. C'est pas le même prénom, enfin les prénoms ont changé bien sûr, mais, J'imagine bien, oui. mais toutes ces personnes existent, et donc voilà, c'est pour nous encourager, nous dire, si ces humains-là qui sont nos contemporains le font, nous pouvons vraiment oser le faire et participer à ce mouvement de co-création d'une société beaucoup plus humaine. Hmm. Voilà, C'est vrai que certaines personnes se disent justement, mais qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? J'ai aucun pouvoir, etc. Mais finalement, on n'est pas obligé de réaliser des grandes choses. exactement, Hmm. exactement. L'essentiel, c'est de réaliser, voilà, ce qui nous tient à cœur, et dans notre espace de vie, quel qu'il soit, et Hmm. avec nos proches, quels qu'ils soient. On va créer un village d'hypersensibles, Saverio, qu'est-ce que tu en penses? Ben, ce serait une bonne idée de créer une communauté de personnes ultra sensibles, hautement sensibles, quelque part en francophonie, et avec justement la possibilité de se replier, donc plutôt des bungalows ou des maisons individuelles pour que chacun puisse se replier, mais en lien avec peut-être un espace commun. J'ai aussi écrit une bande dessinée qui sort là en janvier, qui s'appelle Ultra sensible, une histoire de famille, et qui est la suite du roman J'ai rêvé que je te rejoignais dans ton voyage. Donc ça se passe donc Hmm. au Canada et particulièrement à Montréal, et où trois collègues et amis vont créer cette communauté. Donc c'est vraiment pour montrer que c'est possible, et que cette idée de créer des villages ou des communautés de personnes ultra sensibles, elle existe, et que j'espère qu'elle verra le jour. Hmm. C'est un beau mot de la fin. On arrive à la fin, Saverio. Est-ce que tu as envie d'ajouter autre chose? Merci, et Pascaline, c'est toujours un immense plaisir de discuter avec toi. Je suis content que tu aies pu faire part de plusieurs témoignages te concernant et concernant ton existence. Et je crois que le thème que tu as choisi pour ce podcast, pour cet épisode, il est vraiment fondamental. Dans nos sensibilités très, très intenses, très vives, nous avons besoin de créer des liens sensibles, des liens de cœur à cœur, et que le lien est
indispensable à notre épanouissement, à notre équilibre, à notre harmonie. Merci. Merci à toi, Saverio. À bientôt. À bientôt. Voilà, je te remercie pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'aura été utile. Si tu l'as apprécié, je te serais vraiment reconnaissante de me laisser un avis et surtout un maximum d'étoiles sur Apple Podcast pour m'aider à le faire connaître. N'hésite pas non plus à le partager si tu penses que ça peut être utile à d'autres personnes. Tu peux retrouver tous les épisodes sur mon site internet à l'adresse suivante: www.pascalineMichonphotographe.com dans la rubrique podcast. Le podcast est aussi bien sûr disponible sur toutes les plateformes d'écoute principales. Si tu as envie d'échanger avec moi à propos de l'épisode, j'en serais vraiment ravie. Pour ça, tu peux me contacter sur Instagram, là où je suis la plus présente. Le compte, c'est tout simplement à fleur de peau podcast avec des tirets vers le bas entre chaque mot. En attendant, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!